OK. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence où on va parler de l'investissement locatif en France, donc investir dans l'immobilier en France, et plus particulièrement avec un focus sur les non-résidents qui sont spécifiquement expatriés au UK. Qu'est-ce qui change selon le pays d'expatriation? Vous le savez peut-être, la fiscalité qui n'est pas la même dans le pays de résidence, donc en l'occurrence au UK. Et on va tout de suite démarrer la présentation. Donc avant de vous parler d'immobilier, qui je suis? Pour vous parler d'investissement immobilier, donc moi je suis le cofondateur, on est deux à avoir créé une société qui s'appelle, qui est un groupe aujourd'hui de sociétés qui s'appelle investissementlocatif.com. On l'a fondé en 2012 après nos études, donc ça fait à peu près ça fait 12 ans. À titre personnel, je suis aussi investisseur immobilier. Je le dis parce que je comprends les problématiques des investisseurs, étant donné qu'on a massivement investi dans un peu plus de 150 lots qui vont du bureau à l'immeuble entier, à l'immeuble de rapport, en passant par des appartements classiques. On est aussi expert puisqu'on est partenaire de plusieurs sites et médias d'expatriation, dont le Petit Journal. On est très fiers d'être partenaire depuis 7 ans maintenant, et qu'on aide des gens à investir depuis l'étranger en France. Ça représente environ 20% de notre clientèle. Donc on n'est pas spécialisé, on ne fait pas que de l'expatrié dans l'accompagnement, mais on a à peu près 20% de nos clients qui sont non-résidents. Le groupe qu'on a créé était pionnier sur l'investissement clé en main. On a assemblé des services pour aider les gens à investir dans l'immobilier, qui vont de la chasse immobilière jusqu'à la gestion-location. Des services qui existaient, globalement, on a mis au sein de la même entreprise, du même groupe, la chasse de biens, donc de l'appartement à l'immeuble entier, la rénovation de biens, puisqu'on a des architectes au sein de l'entreprise, et la location-gestion. Donc une approche 360 degrés pour vous permettre de faire des projets rentables. Et aujourd'hui, on est présent dans une vingtaine de grandes villes en France. Ça représente 180 collaborateurs à votre service et plus de 400 millions d'euros quand même qu'on a fait investir au fil des années dans l'investissement immobilier en France. Là, on peut voir quelques villes où on est déployé. Ce n'est pas une liste exhaustive. On est constamment à la recherche de nouvelles zones géographiques, de nouvelles villes, en fonction de ce que nous demandent nos clients d'une part, et en fonction des villes qui deviennent intéressantes, puisqu'on voit que si on regarde que le rendement locatif, on a des zones qui vont monter, qui vont arriver à maturité, donc qui vont devenir relativement chères au mètre carré pour les villes. Je pense notamment à Lille, qui était hyper intéressante il y a 5 ans. Lille reste une super ville, mais les prix ont beaucoup monté, les rendements se tassent, et nos clients nous demandent parfois de trouver de nouvelles opportunités dans d'autres villes, puisque le rendement est plus suffisant pour eux. L'objectif de cette conférence, c'est de vous permettre de bénéficier de revenus complémentaires grâce à l'investissement immobilier. Souvent, on peut avoir des sujets de retraite, ou on peut avoir des sujets de revenus complémentaires, revenus passifs avec l'immobilier, de manière à protéger sa famille, avoir plus de patrimoine tout simplement. Et donc notre objectif, c'est de vous aider à libérer votre potentiel. Quand je parle de potentiel, je parle de potentiel financier, parce que vous avez probablement la possibilité d'investir soit avec de l'apport que vous avez déjà, du capital que vous avez aujourd'hui, soit avec la capacité d'endettement que des banques, notamment Bray d'Espace, j'en fais un petit clin d'œil, qui est présent sur le salon, peut vous donner des poches d'investissement en plus de votre apport. Les avantages du marché immobilier français. Le marché immobilier français, c'est un marché qui est résilient face aux crises par rapport à d'autres marchés dans le monde. On voit que quand on a des crises économiques, la France en général dévisse moins, elle a moins de volatilité que d'autres marchés, avec les avantages et les inconvénients que ça représente. Je pense notamment au marché US. Peut-être que vous vous rappelez de ce qui s'est passé sur les dernières crises aux US. Il y a eu des prix qui ont décroché très fortement, notamment à Miami, il y a une dizaine d'années. Alors bon, c'est à double tranchant, parce que ceux qui ont acheté des maisons à Miami pour 40 000 $, je pense qu'aujourd'hui ils en sont très contents. Il y a eu des opportunités après crise, mais ceux qui étaient engagés avant la crise, il y a eu des moments où la volatilité était très importante et on n'a pas connu ça, en tout cas pas dans la même mesure sur le marché français. C'est un marché qui est attractif pour les étrangers grâce à des dispositifs fiscaux. On va en reparler après, on a un blog sur la fiscalité et je vous en reparlerai plus en détail à la fin. Et c'est un marché qui est intéressant sur le financement, puisqu'on a des taux d'emprunt qui sont en général bas en comparaison avec d'autres marchés dans le monde. On va en parler aussi. Et avec des conditions de prêt, on peut renégocier nos prêts. On a beaucoup de protection en fait, pour les emprunteurs individuels qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays. On est sur un marché qui a baissé sur les dernières années. Souvent on me dit où est-ce qu'on en est en France. On voit qu'on est sur un marché qui a baissé plus ou moins fortement. Et je vous ai affiché à l'écran quelques villes pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça, c'est sur un an. On compare 2 trimestres. Le deuxième trimestre 2023 au deuxième trimestre 2024. On voit que les prix
ont continué de baisser dans des villes comme Paris, comme Saint-Étienne, globalement à peu près partout. Néanmoins, et c'est ça qui est intéressant de noter, c'est qu'en matière d'investissement, on cherche tous le bon point d'entrée sur le marché. Et ce point d'entrée, il semble apparaître, puisqu'on voit que les taux de crédit, puisqu'on voit la remontée des taux de crédit à partir de mars et du premier trimestre 2022, qui sont passés de quasiment 1% sur 20 ans, donc sur des durées longues d'emprunt, donc on parle de crédit à taux fixe sur 20 ans, jusqu'à 4,5% hors assurance environ. Moi j'ai emprunté à titre personnel sur mon dernier projet en décembre 2023 pour un projet à Paris, et j'étais à 4,3 hors assurance et j'ai fini à 4,9 TAEG. Ce qui était très élevé pour le marché français. Si on en parle avec des Américains ou des gens qui résident aux États-Unis, ils me disent bah, c'est bon marché, qui sont plus hauts que ça. Mais pour la France, c'était élevé, et on voit que depuis, on a une décrue qui devrait s'accélérer. Je dis qu'il devrait, parce qu'on pense, quand je dis on pense, les économistes pensent globalement, et des banques qui en parlent, qu'on sera légèrement sous les 3% début 2025, et on espère que la baisse continue. On pensait être à 2,5% en fin 2025, entre 2 et 2,5%. Et quand je dis on, moi j'échange avec des directeurs de différents réseaux immobiliers en France, notamment les plus gros réseaux comme IAD, Capifrance et des gros réseaux d'agents immobiliers. Aujourd'hui, on manque un peu de visibilité avec ce qui se passe sur la dégradation de la note de la France par une des agences de notation il y a 15 jours, qui a mis sous tension les OAT. Donc on attend de voir, mais logiquement, on va poursuivre la décrue. Et c'est un mouvement mondial des banques centrales qui fait qu'on devrait continuer la pente descendante, ce qui attire à nouveau les investisseurs sur le marché, puisque le marché immobilier est très corrélé, soit sur la résidence principale ou sur l'investissement au taux d'emprunt. Et donc, les prix immobiliers ont déjà commencé à se redresser dans plusieurs villes françaises. On parle de la retraite parce que souvent, les non-résidents n'ont pas forcément une retraite qui est la même que des résidents fiscaux français. Et donc, on a souvent des non-résidents, et là je m'adresse à vous, qui ont des revenus plus élevés que les résidents fiscaux français, puisque, surtout sur des zones comme Londres, on sait que souvent c'est dans des métiers financiers, pas que, mais souvent des métiers financiers où les revenus sont supérieurs aux Français, et tant mieux pour vous. Mais vous avez un fort besoin de préparer votre retraite par des investissements complémentaires, qui vont être des investissements en bourse, dans l'immobilier ou sur d'autres supports d'investissement. Et ce qu'on voit malheureusement parfois, c'est que certaines personnes ont tendance, parce qu'elles sont concentrées dans leur travail, à reporter systématiquement leurs décisions d'investissement. Or, en matière d'immobilier, j'attire juste votre attention là-dessus, il y a un facteur temps qui joue, puisque chaque mois qui passe, vous allez rembourser, je vais vous présenter des exemples chiffrés après, et bien une partie, une quotité du capital à la banque si vous empruntez, ou encaisser des loyers, avoir des loyers entrants qui font que chaque mois qui passe vous enrichit. L'immobilier, il y a un gros facteur temps. Chaque mois qui passe, vous gagnez de l'argent avec le loyer entrant et vous remboursez en général le capital à la banque. Voilà, donc on l'a vu sur les dernières phases de cycle économique. Une des erreurs à ne pas faire, alors il n'y a pas que l'immobilier, je ne dirais pas que la bourse c'est pas bien, il y a plein de supports d'investissement, le mieux étant d'être diversifié. Mais une des erreurs à ne pas faire, je pense que vous êtes sensibilisés à ça à Londres, c'est de laisser son argent sur un compte courant et de le laisser se faire grignoter, en tout cas le pouvoir d'achat est grignoté par l'inflation. Je vais vous parler de la martingale immobilier dans un sens positif. Ce n'est pas une connotation positive de la martingale, mais moi j'ai vécu ça à titre personnel, on l'a fait vivre à beaucoup de clients. Et je vais vous montrer un peu comment finalement on peut gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier grâce à l'effet de levier du crédit et si on fait les bonnes opérations. En 2014, j'ai mis en place un placement, un investissement immobilier, donc c'était mon tout premier, j'ai pris le premier projet, qui m'a rapporté depuis 44% de rendement annuel. Ça paraît, même Madoff ne vendait pas des rendements comme ça, mais pourtant c'est possible grâce à l'effet de levier du crédit bancaire et grâce bien évidemment aux perspectives de revalorisation des biens et la hausse globalement constante, si on regarde sur une année longue, des prix de l'immobilier sous l'effet de l'inflation. La monnaie se dévalue, la valeur des actifs augmente. C'est un peu artificiel parce qu'en réalité, on a le même nombre d'actifs globalement sur le marché, simplement la monnaie en a plus en impression, donc la valeur augmente. Voilà. En 2014, donc j'achète avec ma conjointe de l'époque un appartement où je mets 40 000 € d'apport de nos économies à Paris 11e. Donc j'achète ce bien à 450 000 € plus 30 000 € de frais d'agence, 480 000 €, c'était une bonne affaire pour l'époque. Donc 6 000 € le mètre dans le 11e, c'était une très bonne affaire, mais ça valait moins cher qu'aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai déjà trouvé un bien décoté, c'était une succession, l'agent m'appelle, il fallait se décider tout de suite, on avait validé notre financement, et bien évidemment, il était dans un état, dans son jus, où il fallait tout rénover.
Cet appartement, j'ai fait des travaux. Alors, c'était mon premier projet, donc j'ai fait des travaux en partie avec l'aide de mon papa. Et j'ai fini sur un projet à 560 000 €, tout inclus. Ce bien aujourd'hui, d'environ 80 mètres carrés, si on regarde la cotation dans le 11e arrondissement de Paris, là où il est, au Saint-Maur, pour ceux qui connaissent, cote environ, ça a peut-être un peu baissé. Je n'ai pas réactualisé la presse avec la baisse, je pense qu'on est entre 800 et 850 000 €. Ça, c'était l'évolution des prix, la présentation encore une fois, ça a un petit peu changé parce qu'il y a eu une légère baisse, je vous l'ai montré juste avant. Mais si on regarde la plus-value réalisée, dans mon exemple 340 000 €, plus l'amortissement, c'est-à-dire ce que j'ai remboursé comme capital sur mon prêt à la banque, 150 000 €, et bien en 7 ans, j'avais, 2014-2021, donc après cet aspect-là, 2-3 ans, j'avais déjà de plus-value latente, après remboursement du capital, j'avais 490 000 € de création de valeur sur un projet immobilier. C'était un gros projet, évidemment, c'est pas un projet à 150 000 €, mais ça vous montre qu'avec seulement 40 000 € d'apport, c'est ce que j'ai mobilisé, et des efforts, il a fallu trouver le bien, il a fallu le rénover, il a fallu le mettre en location, c'est pas passif, mais on voit que j'ai épargné, entre guillemets, mon patrimoine a augmenté plutôt de 490 000 € de valeur sur un seul projet, ce qui est juste incroyable, avec seulement 40 000 € d'apport. Et là, souvent, je me demande, mais si j'avais dû épargner cet argent sur mon travail, avec un salaire, alors moi je suis résident fiscal français, j'habite à Paris, comment j'aurais fait pour mettre de côté 70 000 € finalement par an? Ça aurait été compliqué, 70 000 € après impôt. Bon, là, il aurait fallu payer l'impôt sur les plus-values, donc j'ai voulu vous schématiser. On peut, bien sûr, il y a des frottements fiscaux, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si on fait du levier bancaire, si on trouve des affaires à rénover, si on les rénove et qu'on crée de la valeur, et bien en remboursant la banque, en encaissant les loyers, on peut s'enrichir avec l'immobilier. On voit la progression des prix d'immobilier avant la crise qui a duré environ 2 ans et qui a fait baisser les prix d'immobilier en France d'environ 10% au sens global. C'est une baisse importante, mais on voit déjà des signes de reprise. Il y a déjà des villes qui sont orientées à la hausse, et je pense notamment aux grandes villes comme Nice, où on a beaucoup de clients qu'on accompagne à Nice, où les acquéreurs sont fortement revenus. Eh bien, on voit qu'on a globalement une courbe qui a tendance à augmenter, comme je vous disais, de manière constante. Rien n'est constant dans l'investissement, on a des variations, mais quand ça baisse, après ça reprend. Globalement, si on détient sur du temps long, avec l'immobilier, on peut regarder les courbes sur 30, là c'est même plus que 30 ans, on a tendance à gagner de l'argent en permanence. La question que j'aime bien vous poser, ou en tout cas vous pouvez vous poser, c'est combien est-ce que vous arrivez à épargner chaque année? Chacun a sa réponse dans sa tête. Et est-ce que c'est avec ou sans effort? Puisque là, en l'occurrence, on utilise l'argent, et c'est ce qui est magique dans l'immobilier, de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du capital que vous avez, que vous mettez en bourse par exemple, qui est très rentable. Vous avez de l'argent que vous allez mettre en apport, mais une grosse partie de votre enrichissement vient de l'effet de levier, et je vais vous le chiffrer après avec les taux d'aujourd'hui, grâce à ce que vous prêtez à la banque. En matière d'immobilier, donc moi je conseille quasiment toujours, si possible, de faire du levier bancaire, c'est-à-dire on apporte de l'argent et on fait du levier. Alors en tant que non-résident, les banques vont vous demander, on va en parler après, quand même au moins 30% d'apport, en règle générale. On crée de la valeur avec des travaux, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Si vous achetez un bien qui est déjà rénové, qui est déjà coup de cœur, souvent il va être valorisé sur la fourchette haute du marché. Pourquoi le vendeur le vendrait à un coup de décoté alors qu'il est déjà rénové et qu'il va attirer des primo-accédants? Il n'y a aucune raison. Donc souvent, on va chercher des affaires avec des travaux à réaliser, on va créer de la valeur en effectuant les travaux. Et je vais vous parler des produits que je pense qui sont les plus rentables, de ce qu'on vend et ce qu'on fait avec nos clients en 2024. Si on parle de l'effet de levier, je dis souvent comment on transforme un rendement, donc un rendement sur un bien moyen en France. On peut faire, les petites villes et les grandes villes, on varie, je ne l'ai pas dit, selon les zones, on est capable de vous générer des rendements à 4% à Paris. Okay, parce que Paris, c'est très patrimonial. Si on va dans des beaux quartiers, je ne pourrais pas vous faire du 10%. En exploitation longue durée, j'entends. Et on est capable d'aller sur Toulon, exploitation courte durée, à monter à du 15%. Voilà, donc on a une palette assez large. Mais globalement, si on est sur de la longue durée, on va être entre 6 et 10% en France, selon les villes. Voilà, si vous le demandez. 6 et 10%, c'est le rendement de l'opération totale. Okay, mais grâce à cet effet de levier, bon, là j'ai mis un petit laïus sur les crédits, le bon, le mauvais crédit. Le mauvais crédit, entre guillemets, sans culpabiliser personne, c'est le crédit conso pour financer des passifs. Ça peut être sympa de s'acheter une belle voiture avec un crédit conso, mais ça ne va pas augmenter votre patrimoine, ça va le faire diminuer. Alors que le crédit immobilier, si on l'achète avec effet de levier, là ce qu'on voit, c'est qu'un bien qui a une rentabilité de 6% sur le bien, eh bien,
avec ce même apport que j'ai chiffré juste après, donc 30% d'apport, on peut acheter 3 fois plus, on met ces 30% plutôt que d'acheter un bien, imaginons qu'on ait 150 000 € d'apport. C'est un énorme apport, mais c'est pour l'exemple. Je peux soit acheter un bien à 150 000 € avec mon cash, soit mettre ces 150 000 € et avoir un levier x3, et donc je n'achète plus 150 000 € d'immobilier, j'achète 150 000 € plus ce que j'emprunte à la banque, donc 450 000 € d'immobilier. C'est l'exemple que je vous ai pris ici. On voit que à gauche, je mets un apport de 150 000, j'emprunte 0, j'ai un rendement locatif de 6%, ça va générer 9 000 € de loyer, donc 6% de 150 000. À droite, j'ai un apport de 150 000, j'emprunte 300 000 à la banque, j'investis donc dans 450 000 € d'immobilier, 150 plus 300. Et là, j'ai toujours 6% de rendement sur l'immobilier, sauf que j'ai 3 fois plus de valeur d'immobilier. Donc, j'encaisse plus 9 000 € de loyer comme quand j'achète cash, mais j'encaisse 27 000 € de loyer. Il y a quand même une force de frottement, évidemment, c'est les intérêts d'emprunt qu'il faut calculer. Aujourd'hui, je vous ai fait un exemple chiffré, je ne l'ai pas affiché à l'écran, mais je vais vous le dire parce que j'ai fait le calcul juste avant, parce que ça varie tout le temps, en fait, les intérêts d'emprunt. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter sur des durées longues à 3,5%. Ok ? J'ai pris 3,5% dans mon exemple et un taux d'assurance de prêt à 0,34, ce qui fait environ 3,90 TAEG, 4% TAEG. Eh bien, 4% TAEG, ça vous fait des intérêts d'emprunt annualisés de 6 500 €. Donc là, on a 27 000 € de loyer. J'enlève 6 500 €, ça veut dire que net d'intérêt d'emprunt, j'aurai 20 500 € de loyer, ce qui fait un rendement de 13,6% sur mon apport. Comment je fais ce calcul? Est-ce que je peux pointer? Je ne sais pas faire. Comment je fais ce calcul? Je divise ce montant-là, donc 27 000 moins les 6 500 € d'intérêt d'emprunt, dans le calcul. C'est 6 500 € sur les 300 000 empruntés à un taux de 3,5%. Et je me retrouve à 20 500 € de capitalisation de loyer encaissé qui m'a permis de rembourser mon capital sur 150 000 € investis, 20 000 divisé par 150 000, c'est-à-dire que chaque année, j'ai un rendement de mon argent investi dans quelque chose de sécurisé. C'est important parce que si on est en crypto, on peut avoir parfois plus, et je ne vous dis pas de pas faire de crypto, mais la volatilité, le risque n'est pas le même. Là, on est sur un support qui en plus est censé prendre de la valeur. Je parle que de l'enrichissement par remboursement du capital, 13,6% de rendement dans mon exemple. Moins on met d'apport, plus on a un retour sur investissement sur son argent investi qui est élevé, évidemment. Mais là, la limite que vous allez avoir en tant que non-résident, c'est que les banques, après, ça dépend de vos capacités financières, il y a des montages à faire. Je fais une petite aparté, moi j'ai des clients qui ont des gros patrimoines, des gros revenus ou des liquidités. Pour cela, ce qui est possible de faire, c'est que vous vous adressez aux banques, vous avez vos placements en bourse, et la banque va mentir un placement. Donc, prenons l'exemple d'un client, et on a des entrepreneurs en client parfois qui ont vendu une boîte, ou des gens qui ont 500 000 € de liquidité. On va dans une banque privée, on dit à la banque privée, je veux faire un projet immobilier. Elle vous dit, ok, donc vous prenez une partie des liquidités, peut-être 200 000 € par exemple, dans mon exemple, vous les investissez en bourse ou dans ce que vous voulez, des ETF, des actions, etc. Mais vous allez les mettre sur un compte de, par exemple, Bread à l'espace. Ça va générer des intérêts, donc vous allez avoir des actions en bourse, et en échange, moi, Bread, je vais nantir ces actions. Vous ne pouvez pas les retirer tant que vous avez le prêt immobilier. Si vous arrêtez de payer votre prêt immobilier, moi, je vais me payer dessus, donc mon risque est limité. Et en échange, je vous prête quasiment, moi j'ai des clients qui ont emprunté 100%. C'est-à-dire qu'ils misent 0. Donc là, ils ont le levier maximal sur l'immobilier d'un côté, et de l'autre côté, ils sont contents parce qu'ils ont leurs investissements en bourse, et donc ils encaissent des rendements sur les ETF, MSCI World, ce qu'ils veulent, et donc ils ont le meilleur des deux mondes, la finance d'un côté, qui va leur générer des revenus, et de l'autre, l'immobilier avec le maximum d'effet de levier. Donc ça, gardez-le en tête, si vous avez la chance d'avoir déjà du capital, c'est quelque chose que vous pouvez faire également sur le financement. En tout cas, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'une grosse partie de l'enrichissement en matière d'immobilier vient du fait qu'on est capable d'investir avec des taux relativement bas en France, 3,5 aujourd'hui, peut-être 2,5 demain, en tout cas c'est nos hypothèses sur 2025, avec des taux fixes, et je vais vous dire après en plus quelques petits avantages qu'on va avoir sur les prêts immobiliers en France. Bon, le paradoxe, c'est quoi? C'est que les banques françaises se sont remises à prêter fortement depuis environ 3 mois. C'est ce qu'on constate. Elles avaient fermé les vannes avec beaucoup de réglementation, avec la hausse des taux, avec des sujets de taux d'usure. Là, on est sorti de ce cadre. Elles ont à nouveau de l'appétence pour le crédit immobilier. Elles ont à nouveau envie de faire d'acquisition client avec ce produit de prêt immobilier qui est un produit d'appel.
En revanche, sur les opérations, en tant que non-résident, souvent, rien n'est impossible, mais elles ne vont pas faire des opérations à 70 000 euros. Si vous dites que j'achète un bien à 70 000 euros, la banque va vous dire non, je ne vais pas vous faire un crédit de 50 000 parce que ça passe par des services qui ont plus de travail pour des non-résidents que pour des résidents. Rien n'est impossible, contactez-nous, si on peut vous aider, on le fera. On a déjà fait des petits projets entre guillemets en valeur pour des non-résidents, mais en général, ça ne pas trop. Peu de banques sont organisées pour répondre à la demande des expats. J'ai la chance, je leur fais un clin d'œil, sur la maison d'expatriation d'avoir la Bred d'Espace, qui est une très bonne banque, la Bred pour l'immobilier, qui comprend bien l'immobilier, et donc qui, eux, ont un département non résident. Il y en a quelques-unes comme ça. Ce que vous devez négocier au maximum dans votre prêt, c'est la quotité, c'est essayer de mettre le moins possible. C'est le jeu, hein, c'est un peu contre-intuitif, mais le but du jeu en immobilier, c'est de mettre le moins possible d'apport sur votre projet immobilier pour pouvoir garder votre apport pour faire l'investissement en bourse, pour garder des liquidités et pour faire le maximum de levier. C'est de prendre toujours un différé, parce que vous allez avoir une période souvent de travaux, donc pendant les 6 premiers mois, si vous n'avez pas de loyer entrant, pour ne pas vous dessaisir de trésorerie, essayez de prendre un différé de remboursement. Et après, bien évidemment, vous le savez, mais essayez de négocier le taux, mais bon, pour les non-résidents, souvent les banques, ça va être un peu plus compliqué de négocier le taux. Voilà. Parce qu'elles vous disent que le dossier est plus compliqué, donc elles peuvent vous faire des bons taux, mais elles ne vont pas non plus faire comme pour un résident fiscal français qui achète en résidence principale, qui pour la banque est le Graal. Elles sont capables de baisser fortement pour les résidences principales. Et enfin, les assurances emprunteurs, hyper important, on a la chance en France de pouvoir renégocier son assurance emprunteur, y compris après l'avoir souscrite. Donc c'est-à-dire que vous souscrivez avec la banque, qui souvent va vouloir vous placer une assurance emprunteur, je ne vais pas me faire des copains chez les banquiers, mais relativement élevée, parce qu'elle gagne de l'argent avec ce produit. Mais par contre, on a des lois de protection qui vont vous permettre de renégocier ces assurances emprunteurs, même à posteriori, sans frais. Donc de changer d'assurance emprunteur. On peut gagner beaucoup là-dessus. Je vous ai pris un petit exemple aussi pour chiffrer un peu les choses sur un investissement qui serait patrimonial à Paris avec un apport de 30%. Mettons, il y a une petite coquille en haut, c'est pas Nice, c'est Paris, mais peu importe, 250 000 euros investis dans le projet total, donc achat, travaux, notaire, rénovation, meubles, et un apport de 30%, donc d'environ 75 000 euros. Vous faites un crédit sur les conditions actuelles, 3,50 sur 20 ans avec 0,35% d'assurance, c'est un exemple. Ça vous donne une mensualité de 1 050 euros. Okay, donc ça, c'est juste pour que vous puissiez avoir un peu des grands chiffres en tête. Pour environ 1 000 euros par mois de mensualité d'emprunt et 30% d'apport quand même, vous avez un projet à 250 000 euros aujourd'hui, financé. Ce projet à Paris, sur un loyer de base à 5%, ça va dépendre des quartiers, on est capable de faire, si vous êtes Paris 6e, on sera moins que ça, on est capable de faire environ 1 000 euros de loyer par mois, dans les grandes masses. Pourquoi je vous ai mis ça? C'est qu'après optimisation, là je vous donne quelques astuces, eh bien l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir baisser a posteriori, et je ne sais pas si on peut le faire dans beaucoup de pays du monde, ça en tout cas pas aux États-Unis, en tout cas pas comme ça, vous allez pouvoir renégocier à la baisse votre taux d'emprunt avec des pénalités qui sont encadrées par la loi. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que si demain les taux d'ici 2 ans passent de 3,5 à 2, okay, eh bien votre banque ne peut pas vous empêcher de faire racheter votre crédit. La seule pénalité que vous allez avoir, ça va être 2 trimestres d'intérêt. Même pas de mensualité, d'intérêt. C'est-à-dire 0. C'est ce qui fait que sur toutes les baisses de taux, on a énormément de renégociation de crédit, puisqu'on ne paye quasiment pas de pénalité. Et donc, moi, j'ai pris cet exemple-là juste pour vous garder en tête. Imaginons que vous aviez 1 050 euros de crédit. Imaginons maintenant que les taux rebaissent d'ici 2 ans, ce n'est pas du tout impossible, à 2%. Eh bien, vous renégociez votre assurance, vous renégociez votre taux, vous arrivez à 915 euros par mois. Vous avez déjà gagné, c'est sur un montant de 250 000 euros. Si vous faites plus, ce sera encore plus. Vous passez déjà de 1050 à 915. Donc ça vous fait plus de cash flow sur votre opération. Vous passez dans le vert. Et un autre conseil que je vous donne pour tous ceux qui ont peut-être déjà des prêts en cours, quelque chose que j'ai fait moi sur tous mes prêts, et que je fais faire à mes clients, c'est exercer quelque chose d'autre qui existe dans les contrats de prêt, ça s'appelle la clause de modularité. Sur simple demande, je vous invite à faire le test dans votre espace bancaire, dans votre messagerie sécurisée, sur simple demande à votre banquier. Vous dites, je voudrais exercer ma clause de modularité. Pareil, spécificité française, je pense. Eh bien, la banque conserve le taux que vous avez eu. Si vous l'avez eu à 1% il y a 5 ans, il va rester à 1%. Et elle réétale de 10% de la durée restante. Donc là, je passe d'une mensualité de 915 instantanément à 823 euros. Donc, je rembourse sur 10% plus longtemps. L'argent, je le dois toujours. Mais je conserve le taux que j'avais, ce qui est incroyable. Et donc, ce qui vous permet, dans cet exemple-là, de passer d'une mensualité de 1050 sur la slide ici,
par mois à 823 € par mois d'ici 2-3 ans, quoi. Le temps de renégocier et de faire la demande de clause de modularité, par exemple. Ce n'est pas des grosses démarches. Ça peut se faire assez facilement. Donc, je vous explique un peu l'aspect financier, comment on investit, je vais en revenir après à l'investissement immobilier, comment on restructure sa dette sur le crédit immobilier. Autre chose qui est intéressante avec l'immobilier, c'est que vous avez emprunté à taux fixe, votre mensualité ne va jamais monter, elle peut baisser, comme on l'a vu dans mon exemple, mais elle ne va jamais monter. En revanche, votre loyer de base à 1040 €, il va augmenter. Cette année, les taux ont été revalorisés selon un indice en France. Avec l'inflation, ils ont augmenté de 3,5%. C'est-à-dire que ceux qui avaient un loyer en cours sans changer de locataire de 1040 € par mois, on aurait rajouté 35 €. Donc je passe en un an, toutes les années ne sont pas comme ça avec la même inflation, mais on tient compte de l'inflation, ce qui fait que votre loyer de 1000 € aujourd'hui, ben, il sera peut-être de 1100, 1200 dans 10 ans, etc. Donc on a d'un côté les loyers qui augmentent et les mensualités de crédit qui sont fixes ou qui peuvent être négociées à la baisse. Voilà. Maintenant, parlons de l'opportunité de l'immobilier ancien rénové. L'ancien a des avantages et des inconvénients par rapport au neuf, par rapport au programme neuf. Le principal avantage de l'ancien, pour moi, c'est la localisation. C'est-à-dire que si vous voulez acheter dans les zones les plus recherchées, en règle générale, il y aura très peu de programmes neufs, parce que l'immobilier est déjà construit dans ces zones. Et bon, là, on a une crise en plus du logement neuf en France, mais souvent, ce qu'on se rendait compte, c'est que les promoteurs avaient tendance à construire là où ils peuvent acheter du foncier pas trop cher, c'est-à-dire en dehors des zones les plus intéressantes, souvent en périphérie de grandes villes, et avant, bien évidemment, parce qu'ils ont des coûts de construction qui sont avec des matières premières qui coûtent cher, de la main-d'œuvre qui coûte cher, sur des coûts de construction élevés avec toutes les normes françaises, ce qui fait que souvent on arrive à des prix élevés et pas forcément la meilleure localisation. Voilà. Ça, c'est pour les inconvénients du neuf. Les avantages du neuf, c'est qu'on a des frais de notaire qui sont réduits, une meilleure performance énergétique, puisque c'est des bâtiments qui ont les derniers standards énergétiques. Mais ça reste quand même plus intéressant, à mon sens, de payer moins cher et de valoriser en conservant des meilleurs secteurs, puisque quand vous louez à des étudiants, des jeunes actifs, des biens, ils vont en général préférer habiter dans des zones attractives et payer des loyers plus élevés dans des zones attractives qu'en périphérie de grandes villes. La bonne séquence, à mon sens, pour réussir, c'est de définir son projet. Est-ce que vous êtes plutôt sur un projet patrimonial, donc vous allez choisir, ou nos clients vont choisir Paris, Nice, Bordeaux, Lyon, des villes déjà avec des coûts relativement élevés au mètre carré à l'achat. Même si on fait des bonnes affaires, on n'aura pas des rendements fabuleux, en général. Ou des zones plus à rentabilité. Et là, on va vérifier que ce sont des zones où il y a de la demande locative, évidemment. On est capable d'aller faire des choses, comme je l'ai dit, dans des zones un peu montantes. On a le cas à Toulon, qui est une ville relativement attractive, où on peut avoir des bons rendements. On est capable d'aller au Havre, pour aller chercher plus de rendements, la ville d'Édouard Philippe, peut-être notre prochain président. Et de chercher comme ça des zones qui vont avoir tendance à monter, mais ça va être soit en périphérie de grandes villes, soit dans des villes de taille plus moyenne, plus petite. Donc ça dépend de votre stratégie. On a des clients qui nous demandent du patrimonial parce qu'ils ont un projet aussi peut-être de loger un enfant qui sera étudiant plus tard, ou d'avoir un pied-à-terre à Nice parce qu'ils adorent la Côte d'Azur ou à Cannes. Il y a des projets, enfin, ce qu'il faut, c'est juste que vous sachiez vraiment ce que vous voulez pour pouvoir après être réactif sur la suite. Ensuite, on va chasser le bien, donc trouver les bonnes affaires, on va en parler après. Financer le projet, on en a parlé sur la partie financement avec les conditions actuelles. Optimiser le plan, restructurer si besoin. Donc, parfois, on peut avoir un grand 2 pièces, on va rajouter une chambre si on peut, parce qu'on sait qu'avec 2 chambres, on va louer plus cher pour la même surface qu'une seule chambre, selon la demande locale. Meubler, décorer pour créer le coup de cœur, et ensuite, il faut louer, gérer. Donc, soit vous déléguez une agence locale, soit vous le faites vous-même, soit vous nous déléguez la gestion et recommencer l'opération, en passant par une restructuration de la dette, comme j'ai dit juste avant. Ça, c'est la séquence qui a permis à pas mal de nos clients d'être des serial investisseurs. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec les normes depuis le HCSF. Il y a eu des normes sur le taux d'endettement, mais avant, on a des clients qui achetaient 30, 40 apparts sans être immensément riches. C'est vraiment le minimum d'apport, et comme les banques les suivaient, ils déroulaient. Voilà. Aujourd'hui, en toute franchise, parce que je suis là pour avoir un discours de vérité, pas vendre du rêve, c'est plus compliqué quand même, parce que les banques, à un moment, vont vous dire, bon, ton taux d'endettement commence à coincer, va voir une autre banque, ou peut-être arbitre un bien, voilà, et là, ça peut être intéressant peut-être de faire ce que j'ai dit, renégocier le taux, réétaler un petit peu et voir ce qu'on peut faire. Créer de la valeur avec les travaux, bon, c'est un exemple assez extrême. Là, c'est un immeuble qui est vraiment dans un très très mauvais état, ils ne sont pas tous comme ça. Et c'est ce qu'on est capable de faire avec des archives d'intérieur, des choses qui vont plaire au maximum de locataires.
on ne fait pas forcément du luxe non plus, on fait des meubles qui sont robustes, qui tiennent. Et si après vous nous dites, moi ce que je veux, c'est aussi me faire plaisir parce que ça va être un pied-à-terre pour moi, là on est capable de faire bien évidemment plus et de faire un équipement encore supérieur, mais le but là, c'est que ça plaise au maximum de monde. L'intérêt de rénover et meubler, c'est de payer aussi moins d'impôts. Pourquoi? Parce que bon, il y a des réformes fiscales en cours, mais même s'il y a réforme fiscale sur le LMNP, a priori, on va conserver l'amortissement. Je vais vous en parler après. Donc, on va payer en LMNP plus d'impôts à la sortie, donc sur la plus-value, parce que les amortissements vont être pris en compte a priori, mais on ne sait toujours pas. On attend l'adoption de la loi fiscale. On va avoir toujours, pendant la durée d'exploitation du bien, pendant que vous le louez, que vous le possédez, de l'amortissement qui va neutraliser l'impôt en France. Je vais vous parler après de l'impôt au UK. Donc on neutralise l'impôt avec les travaux, avec les meubles, en location meublée, et avec des charges intelligentes. On ne va pas faire de la charge pour faire de la charge. Mais si ça crée de la valeur, ça valorise le bien, la rénovation, et qu'en plus on débute les travaux, ben là c'est tout bénef. Meubler, pourquoi? Parce qu'on va s'adresser à différents types de locataires, mais ce qui devient très intéressant en France, c'est la location de moyenne durée aussi. Le Airbnb, c'est compliqué, c'est très encadré. Aujourd'hui, dans la grande ville, vous l'avez peut-être vu, ils cherchent à taper sur la location touristique. C'est faisable, mais il y a beaucoup de conditions. Il faut acheter un local commercial, il faut avoir la validation de la mairie. À Paris, c'est quasiment impossible. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est de la location meublée, soit classique, avec des baux d'1 an renouvelables, soit de la location de moyenne durée, qui va s'adresser à des gens en mobilité, un cadre qui vient 3 mois, un étudiant international qui vient 6 mois. Et là, il y a une très forte demande, puisqu'on est à la croisée entre les logements Airbnb qui sont très chers, si on veut rester longtemps, et de la location classique, où souvent les propriétaires disent bah non, je ne veux pas quelqu'un pour 6 mois, donc ils ne le prend pas. Et là, on va avoir des loyers plus élevés, donc plus de rentabilité. Comment on trouve les bonnes affaires? Les bonnes affaires, il y a plusieurs façons de les trouver. Il y a 2 grandes sources. La première, ça va être les sites d'annonces, puisqu'on a des bonnes affaires qui tombent sur les grands sites d'annonces, Le Bon Coin, Se Loger, etc. Ces sites-là, quand il y a une bonne affaire qui tombe, il faut être très réactif. Donc il faut qu'en amont, vous ayez validé votre financement pour être en mesure, si le bien et que ça se confirme lors des visites, vous puissiez réagir tout de suite. Parce que sur les très bonnes affaires, il n'y a que. J'ai vécu des situations où l'agent me disait viens à 10h du matin, j'arrivais à 10h, en fait j'étais 7e dans la queue. Quoi. Donc après j'avais compris en tant que chasseur immobilier, et quand il me disait 10h, j'arrivais à 9h30. Et même pendant les grandes années parisiennes où c'était très tendu, je venais, je faisais l'ouverture de l'agence. Les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais? Dans le froid, je me rappelle avec mon café, vraiment c'est du vécu. Et l'agent me disait mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Et je disais j'ai vu un bien qui est tombé hier soir sur Se Loger, et je veux être le premier, je veux l'acheter. Et ça marchait. Mais il fallait se lever dans le froid, dans la main, etc. Et sinon, bien évidemment, c'est le réseau, ce qu'on appelle le off-market. Ça va être des notaires, ça va être des agents immobiliers qui, avant de publier, vont vous appeler parce qu'ils vous connaissent, ils savent que vous avez des clients et qui préfèrent vendre plus facilement sans faire de visite que diffuser l'annonce, tout simplement. On va viser très souvent les bonnes affaires des successions, où les gens vont vendre moins cher parce qu'il n'a pas été rénové depuis 20 ans. Et il va falloir se donner des gages sur le financement, encore plus aujourd'hui, et lui dire, voilà, je suis capable d'avoir mon financement, voici mes garanties sur le financement. Soit vous avez déjà des accords bancaires, soit si vous avez de la reprise financière et que vous êtes sûr de vous, on peut acheter sans condition d'obtention de prêt. On va faire un prêt, mais si je n'ai pas le prêt, ce n'est pas le problème du vendeur. Donc le point négatif, c'est que vous perdez votre sac à sac, potentiellement, 10% de la valeur. Donc on fait ça quand on sait qu'on a le prêt. Mon dernier bien, je l'ai acheté comme ça, parce que la banque me suivait, j'étais sûr de moi, et ça m'a permis de passer devant d'autres acquéreurs et d'acheter un peu de côté. Alors, avantages, inconvénients, des grandes et des petites villes. Donc, je crois que c'est, on ne voit pas quelles sont les grandes et quelles sont les petites villes. Donc, les petites villes, c'est à gauche. On a des rentabilités plus élevées, des tickets d'entrée plus accessibles. Les inconvénients, c'est qu'il faut regarder les taxes foncières qui ont pas mal augmenté en France. Donc, ça dépend des villes. On peut avoir des villes où on a des taxes foncières élevées, ce qui rend moins intéressant l'opération. On a potentiellement, si on investit dans la Creuse, je prends l'extrême, on n'accompagne pas les investisseurs, ça c'est une super région, mais malheureusement, il n'y a pas de tension locative. Donc, si vous achetez là-bas, vous risquez d'avoir un logement sur le papier qui va vous faire 15% de rentable, en réalité il sera bien. Et vous allez payer la taxe foncière. Voilà, donc on voit qu'on a un mouvement de centralisation, c'est un peu moins vrai depuis le Covid. Il y a pas mal des villes secondaires qui sont reparties à la hausse en termes de mouvement démographique. Voilà, donc il faut voir les points avantageux, donc c'est la rentabilité, et le point négatif, c'est qu'en général les marchés sont moins tendus dans les petites villes. Les grandes villes, elles sont plus attractives
en termes de tension locative. En ce moment, Paris, par exemple, sur la tension locative, c'est incroyable. Avec leur histoire de passoire thermique, on peut en reparler, mais il n'y a plus assez de logements. Donc les gens se battent et les prix sont tirés à la hausse. Ils essaient d'encadrer les loyers, mais ils n'y arrivent pas. Il y a des compléments de loyer, bon, bref, c'est tout un sujet. Mais les tickets d'entrée sont moins accessibles. Pour investir aujourd'hui à Paris, 15 mètres carrés, ça va vous coûter tout inclus avec les frais de notaire, si vous rénovez, etc., dans les 200 000 €. Voilà. Tout inclus. Donc, c'est pas fait forcément pour tout le monde. On voit l'évolution des prix. Pareil, cette slide, en toute franchise, n'a pas été mise à jour depuis notre conférence. Depuis, ça a légèrement baissé. On l'a vu, puisque ça a commencé à baisser en 2022, comme on l'a vu, avec la hausse des taux. Et le marché est en train de se retourner. On voit déjà des hausses. On pourrait, j'ai pas mis la slide, mais il y a des hausses qui sont en train de repartir dans pas mal de grandes villes en France. Les prix repartent à la hausse. Vous pourrez trouver ça sur les sites des notaires, ceux qui veulent creuser. En matière d'immobilier, le retard ne se rattrape pas. J'ai fait, et je vous invite pour ceux qui s'y intéressent, toute une analyse avec un analyste financier sur les SCI à l'IS, dont je vais parler après. Et ça a été c'est un succès. On a fait une conférence, il y avait 700 personnes. Donc c'était pour nous beaucoup de monde. Et dessus, on a décortiqué toutes les strates d'impôts sur les SCI-IS et les évolutions de prix. Et on a comparé la performance d'indices comme le CAC 40 avec la performance immobilière. Donc je vous inviterai, vous les retrouverez gratuitement sur notre site, pour ceux qui veulent creuser, en vous inscrivant à l'espace investisseur. Dedans, vous avez des replays, vous trouverez tout le dossier. D'ailleurs, le Figaro va faire tout un dossier où je vais intervenir, là, ils ont fait l'interview, sur la partie SCI-IS, parce que c'est un point, c'est un véhicule intéressant. Quelques petits exemples de projets réalisés par nos clients, donc dans différentes villes de France. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire à Marseille, avec un projet à 220 000 € tout inclus. Donc quand je dis tout inclus, c'est achat, travaux, meubles, rénovation, honoraires et frais de notaire. 220 000 €, dont 60 000 € de travaux et ameublement, donc une grosse rénovation. Ben, on a des revenus locatifs, charges comprises de 15 600 €, ce qui fait 7,10% de rentabilité brute. Voilà, avec un apport personnel de 10%, il sera supérieur pour un expat. On vous a mis un équilibre financier. C'est juste pour vous donner des petits exemples de ce qui est faisable. Là, on est sur une colocation. Colocation, ça marche très très bien dans certaines villes, pas partout, mais à Marseille, ça marche très très bien. Parlons un peu de fiscalité, puis après je vais répondre à vos questions. Alors, en matière de fiscalité, comment ça se passe? Globalement, on va avoir de l'imposition en France sur les revenus locatifs et ensuite de l'imposition dans le pays dans lequel vous résidez. La logique de la France et en général de la plupart des pays, c'est de se dire on ne va pas imposer deux fois. Donc, des conventions fiscales sont signées, dont cette convention signée entre la France et le Royaume-Uni qui dit qu'il n'y a pas de double imposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez déjà payé un impôt en France, sur vos loyers, par exemple, ils ne vont pas vous reprendre l'impôt supplémentaire au Royaume-Uni. Mais, comme la taxation en France est très intéressante sur la location meublée, par exemple, si vous détenez en direct, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas payer d'impôt, comme j'ai dit, quasiment pas, sur les revenus locatifs pendant des années, pendant 10-12 ans, en France. Et là, le Royaume-Uni va toquer à votre porte et va vous dire, il n'y a pas de double imposition, mais moi, vous n'avez rien payé en France. Montrez-moi ce que vous avez payé, vous avez quasiment rien payé. Et donc, je vais, moi, au Royaume-Uni, vous taxer. Et là, malheureusement, la taxation au Royaume-Uni, le reste de même pour vous, je suis désolé de vous dire, elle est assez élevée sur les revenus locatifs, puisqu'il n'y a pas d'amortissement, contrairement à la France. On ne peut pas amortir le bien, amortir les travaux, amortir les meubles. Et qu'on va rajouter le revenu locatif après déduction des frais de gestion, de la taxe foncière, il y a quand même des frais qui se déduisent, hein, mais il n'y a pas d'amortissement. Eh bien, ce reliquat va être rajouté à vos revenus. Et là, vous connaissez mieux que moi les tranches. Moi, j'ai regardé, au-delà de 50 000 pounds, je crois qu'on est à 40% d'impôt. Ce qui me semble élevé, en toute franchise. Donc, je me suis dit, bon, aux États-Unis, il y a de l'amortissement. Donc, nos clients qui sont aux États-Unis ne payent pas beaucoup d'impôts. Qu'est-ce que je vais pouvoir recommander à nos amis qui vivent au UK? Ce que j'ai regardé, c'est les SCI et l'IS. Et là, j'ai vu que c'est très intéressant pour vous, par contre. Pourquoi? Parce que vous pouvez acheter à travers un véhicule, une société civile immobilière, qui va être, à votre demande, assujetti à l'impôt sur les sociétés. Vous me dites si c'est pas clair, ça peut être interactif. Donc, globalement, vous allez créer une SCI, ça se fait très facilement, c'est une petite société, dont le seul objet social est d'acheter de l'immobilier et de le gérer, pour faire ça. Et cette société, vous allez dire, je coche IS, impôt sur les sociétés. Pourquoi je coche IS? Parce que si vous ne le cochez pas, elle est transparente fiscalement, donc c'est comme si vous aviez des immobiliers en direct. Donc, il faut choisir l'IS. Si vous choisissez l'IS, ce qui est intéressant pour vous, c'est que les revenus vont se faire au sein de la société, pas dans votre poche, mais les loyers vont être encaissés par la société qui va amortir le bien,
passer des choses en charge, etc. Donc il n'y aura pas d'impôt pendant X années aussi. Et quand ces sociétés vont faire du bénéfice, ce qui va être intéressant pour vous, c'est que pour la distribution, là, c'est bien. Vous allez payer 15% d'IS seulement jusqu'à 38 000 € de bénéfices. Vous me dites si vous ne me suivez pas. Et ensuite, pour la distribution, flat tax. Et là, surprise, en France, au UK, vous avez une imposition favorable sur les bénéfices d'entreprise, sur les dividendes, à 8% pour les dividendes d'entreprises françaises. Vous me dites si je me trompe, mais vous avez une conférence fiscale juste après, donc vous pourrez le valider. Et ce qui fait qu'il n'y aura pas de double imposition. Vous allez payer la flat tax, sauf que vous ne payez pas la CSG-CRDS en tant que résident au UK. Vous allez payer 12,8%, plus une contribution de solidarité de 7%. Vous allez payer environ 20% pour que l'argent revienne dans votre poche. Je ne sais pas si je suis clair, vous avez votre bénéfice dans votre SCI et l'IS, payez vos 15% d'impôt sur les bénéfices. Et ensuite, vous remontez l'argent avec seulement 20% de frottement, ce qui est faible, après avoir payé vos 15% au sein de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà, donc ce régime-là me semble plus favorable. 5 minutes, donc je suis en train de finir, c'est très bien. Ce régime-là me semble plus favorable pour vous que de la détention en direct, quoique ça va dépendre de votre situation, de vos revenus actuels, bien évidemment au UK. Tout s'étudie au cas par cas, mais je vous donne des grandes pistes pour que vous puissiez ensuite vous positionner. Voilà, bon là c'est ce que j'ai déjà dit. En matière de revenus sur la détention en direct en France, on a les locations nues ou les locations meublées. Ça c'est quand on détient le bien en direct, donc pas à travers le SCI. On va avoir en location nue beaucoup d'impôts pour retenir les choses parce qu'il n'y a pas d'amortissement. Et en location meublée, on va amortir. En LMNP ou LMP, c'est pareil, on amortit. Et donc, on ne paye pas d'impôts pendant des années parce qu'on va amortir, passer des frais en déficit, les frais de faire passent en déficit, les frais d'agence passent en déficit, on amortit le bien, on amortit les travaux, on amortit les meubles, on passe les charges et à la fin, il reste zéro sur lequel vous allez payer un pourcentage d'impôt sur zéro. Voilà, donc en tant que résident UK, vous n'êtes pas assujetti à la CSG-CRDS de 17,2%, c'est une bonne nouvelle. En revanche, vous payez à la place un impôt de solidarité de 7,5%. Et vous avez une tranche minimale à 20%. Vous avez une tranche minimale à 20%. Donc si vous détenez le bien en direct, vous allez payer 20 plus 7,5, 27,5% d'impôt sur le bénéfice imposable. Plus une cotisation à la SSI d'environ 100 €. Pardon. Voilà, je vous ai fait un petit tableau, vous pourrez peut-être retrouver la présentation, on vous l'enverra, entre la location meublée et la STI et l'IS, avec les avantages et les inconvénients des deux côtés. Mais globalement, le principal avantage va être sur l'imposition limitée sur la distribution de dividendes en STI et l'IS. En matière d'immobilier, puis je passerai peut-être aux questions, l'effet de levier bancaire qui change tout, donc gardez toujours en tête qu'il faut s'enrichir à crédit. Il y a très peu de temps, j'ai la chance d'être dans des réseaux d'entrepreneurs immobiliers où il y a vraiment des gens parmi les plus gros propriétaires français, dont certains gèrent des fonds qui pèsent beaucoup. Et là, j'étais avec quelqu'un qui s'appelle Herman, et c'est Herman Frères, c'est une société qui existe depuis 50 ans, 70 ans en France. Ils achètent des immeubles, c'est une très grosse foncière, et ils pèsent, je crois qu'ils pèsent 1 milliard de biens immobiliers détenus. Et lui-même me disait, si c'est pour faire de l'immobilier sans levier, honnêtement, c'est moins intéressant. Je ne devrais pas dire ça, encore une fois, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je préfère faire de la bourse. Et l'immobilier avec du levier, par contre, est hyper intéressant et on peut s'enrichir énormément. Donc, gardez en tête, pour ceux qui ont la chance d'avoir peut-être des titres en bourse ou de l'argent à investir, de croiser le meilleur des deux mondes avec votre banque et de faire du nantissement sur une partie investie en bourse ou sur des ETF, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Faites des bons placements là-dessus et en parallèle de faire plus de levier sur l'immobilier. Il faut investir dans l'ancien intelligemment avec travaux. Pourquoi? Parce qu'on peut saisir des bonnes affaires et créer de la valeur avec les travaux. Choisir le bon régime fiscal, ça s'étudie selon les situations, mais gardez en tête soit en location meublée en direct, soit en SCI LIS, meublé ou nu, derrière. Et détenir dans la durée, puisque en matière d'immobilier, le facteur temps est hyper important. Chaque mois qui passe, on rembourse une mensualité, on encaisse un loyer, on s'enrichit. Et souvent, je le dis et je finis en tête là-dessus, au début, moi, j'ai pas l'impression d'être plus riche avec tous les biens immobiliers que j'ai achetés qu'avant, en fait, parce que j'ai pas spécialement de cash flow positif, ça s'équilibre. Il y a peut-être un reliquat dans mes SCI, etc. Mais en réalité, chaque année qui passe, je rembourse une grosse partie du capital à la banque. Et donc, en fait, mon patrimoine, sans effort, modulo la relocation éventuelle,
quasiment sans effort, le patrimoine, votre patrimoine demain va augmenter chaque mois qui passe par le remboursement de la banque, ou si vous avez mis plus d'apport par le cash flow. Et là, ça fait une grosse différence. Bon, là, je vous avais mis les typologies de biens rentables. Donc, souvent, c'est les petites surfaces qui sont les plus rentables. Les colocations et les immeubles de rapport. L'immeuble de rapport, c'est un immeuble avec plusieurs lots qui sont loués en location. Je passe vite parce qu'on m'a dit que je finisse. Avec les inconvénients de chacun. Les petites surfaces, l'inconvénient, c'est qu'on a un peu plus de turnover. On a un prix au mètre carré plus élevé à l'achat aussi également. Les colocations aussi, on peut avoir du turnover, un petit peu plus d'administratif sur la gestion. Et les immeubles de rapport, c'est pas simple d'en trouver. Beaucoup d'investisseurs se sont positionnés sur les immeubles parce qu'ils ont compris que ça permet en une fois d'acheter plusieurs appartements. Et souvent, c'est des investissements financiers plus conséquents, où on démarre dans les 400 000 € tout inclus sur des immeubles de rapport, pas dans Paris évidemment. Et voilà. Et on est seul à tout gérer, il n'y a pas de copro. Donc on ne paye pas un syndic d'un côté, mais de l'autre, s'il y a un problème, c'est à vous de payer. Voilà, donc notre société, nous, elle se propose de vous accompagner dans toutes les étapes, puisqu'on fait, on a des chasseurs immobiliers, on a des conseillers, dont Massa qui est présente ici, et qui pourra, pour ceux qui le souhaitent, c'est directrice commerciale, vous répondre. On a des chasseurs immobiliers sur le terrain dans les différentes villes qui vont vous sourcer les meilleures affaires. On a des archis, pareil, déployés en France, qui vont vous aider à rénover les biens en fonction de vos souhaits. Meubler, décorer les biens. Et ensuite, on a le pôle location-gestion. On gère 2000 appartements partout en France. En gestion quotidienne, on parle aux locataires quand ils nous posent une question. On encaisse les loyers, on les reverse aux propriétaires. Donc si vous souhaitez passer à l'action, on est très fiers des retours de nos clients. On se bat depuis 12 ans maintenant, avec passion, j'espère en tout cas, pour vous aider à développer votre patrimoine. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? On va juste terminer l'événement en live. On a des questions qu'on vous transmettra, on n'aura pas le temps d'y répondre, il y a une conférence juste dans 3 minutes. Mais en revanche, on termine tout le live. Et puis merci beaucoup pour cette. Merci à tous. Merci à ceux qui sont suivis en live.